Bonjour à tous. Le mois dernier, dans Osons l'écologie, nous évoquions les déchets et nous avions mentionné l'impact très polluant des déchets électroniques, le manque d'éco-conception dans un secteur où l'obsolescence est programmée, la difficulté pour recycler ces objets qui utilisent le numérique ou leur batterie. Ce mois-ci, nous allons parler plus particulièrement du numérique qui occupe tellement nos vies. Nous donnerons la parole à 2 enseignants spécialistes des usages informatiques et discuterons de l'impact de nos habitudes numériques sur l'environnement et sur nos sociétés. Vous êtes sur Osons FM dans Osons l'écologie et aujourd'hui nous aurons Bastien à la technique et au montage final, Carole et Myriam à l'animation. Vous retrouverez l'agenda écologie et développement durable à la fin de l'émission. Tout de suite le Kesako. Connais-tu l'impact du numérique sur l'environnement ? Non, je connais pas vraiment les impacts du numérique, à part que je sais que ça doit sûrement faire de la pollution en plus. Non, je connais pas vraiment les impacts numériques. Ça doit faire de la pollution, car les matériaux doivent avoir un impact environnemental. Je pense que le web, il faut utiliser beaucoup d'électricité, car pour stocker les données, des serveurs ont besoin d'énormément d'électricité. Alors, à mon avis, comme dans toute chose, il doit forcément y avoir des aspects négatifs. Alors, effectivement, oui, je les connais en partie. Et il y a évidemment aussi des impacts positifs. Dans un article sur la 5G d'août 2020 de The Earth Institute, que vous lirez hors ligne après l'avoir téléchargé, on vous expliquera pourquoi, vous pourrez vous faire une idée plus précise sur la question. C'est en anglais, mais avec un bon traducteur, cela devrait aller. Il a été estimé, dès 2017, que les usages informatiques et d'Internet risquaient au niveau mondial de générer 14% du total des GES et de consommer 1/5 de l'électricité. On trouve aussi des articles français sur cette progression du numérique, comme celui de France 3 Région, France TV Info.fr, qui montre que le sujet mérite qu'on s'y intéresse, et c'est pour cela qu'on est là. Parlons de quelques termes souvent cités. Les data centers, selon Hello Carbo, ce sont des hangars plutôt laids qui poussent un peu partout dans le monde, qui ont besoin de beaucoup d'électricité, de beaucoup de place et même de climatisation. Ils sont composés de centaines de serveurs destinés à stocker et à traiter de grandes quantités de données, vos données, nos données. On produirait actuellement 2,5 trillions d'octets de données par jour, tels que les mails, les photos, les vidéos, les jeux, les données des entreprises, les crypto-monnaies. Le réseau Bitcoin, par exemple, consomme plus d'électricité que la Suède. Ou encore les données des IA. Je précise que les crypto-monnaies sont des monnaies numériques en usage sur Internet, indépendantes des réseaux bancaires et liées à un système de cryptage. En réalité, ce sont des actifs numériques virtuels, donc les stocks, les créances, du solde du compte bancaire. Ils reposent sur la technologie de la blockchain, la chaîne de blocs. Pour faire simple, une chaîne de blocs, c'est un mode de stockage et de transmission de données sous forme de blocs liés les uns aux autres et réputée transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Les blocs sont protégés contre toute modification. Les IA, ou intelligence artificielle, sont, selon la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté créée en 1978, des procédés logiques et automatisés, reposant généralement sur un algorithme et en mesure de réaliser des tâches bien définies. Pour le Parlement européen, une intelligence artificielle, c'est tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Monsieur Anthony, à la revue Unit AI, déclare qu'à l'heure actuelle, on assiste à une croissance exponentielle. Et cela signifie une consommation d'énergie croissante à laquelle la plupart des gens semblent ne pas penser. Toutefois, une étude plus récente, publiée en juin 2022, et impliquant des chercheurs de Google et de l'Université de Californie à Berkeley, estime que l'empreinte écologique de l'entraînement des IA va atteindre bientôt un plateau avant de diminuer. Affaire à suivre donc. Par ailleurs, les data centers sont liés au cloud computing ou informatique en nuage, qui consiste à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur Internet pour stocker, gérer et traiter des données plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel. Ce qui est régulièrement mentionné, comme le site de Comité 21, qui fédère les acteurs du développement durable en France, c'est le terme de effet rebond. On le retrouve dans le domaine numérique comme dans le domaine énergétique. C'est-à-dire que dans notre système actuel, le risque est fort et souvent constaté que les gains d'efficacité apportés par une innovation ou un nouvel usage soient réinvestis dans toujours plus de consommation et de croissance matérielle. Ainsi, des pratiques jugées a priori positives peuvent se révéler mitigées, voire mauvaises. Par exemple, un email moyen
a une empreinte carbone 60 fois plus petite que celle d'une lettre. Mais en moyenne, on envoie 60 fois plus de mails que de lettres. Voilà comment, en utilisant plus un outil moins carboné, on se retrouve avec un effet rebond. Oui, sur le site de la Fabrique écologique, on se rend compte que le match entre le papier et le numérique est bien plus serré qu'il n'y paraît. Bref, vous commencez ainsi à comprendre pourquoi le numérique a un impact et doit être pris en considération. Et il y a des tas d'usages du numérique, informatifs, la radio, la télévision, les journaux en ligne, les mails, etc. Des usages de travail, le télétravail, les vidéoconférences, les recherches, les transmissions de données, les inventaires, la gestion, la communication visuelle, l'utilisation d'environnements numériques de travail, des usages ludiques aussi, ou récréatifs, la lecture, les jeux vidéo, les films, les séries, les réseaux, la téléphonie, dont les SMS, les photos, les vidéos, et aussi des usages commerciaux, comme la vente en ligne et encore des usages administratifs. Ça fait beaucoup. Les impacts du numérique, aussi appelés pollution numérique, représentent en tout 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, à peu près. Et ce chiffre, on l'a dit, pourrait plus que doubler d'ici à 2025. En France, le secteur du numérique représente déjà plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre, et le streaming vidéo, c'est 300 millions de tonnes de CO2. Selon le WWF, aujourd'hui, dans le monde, Internet représente 9 milliards d'appareils, dont 2 milliards de smartphones, 1 milliard d'ordinateurs, 5 à 7 milliards d'objets connectés, 45 millions de serveurs, 800 millions d'équipements, réseaux, box, ADSL, entre autres. Enfin, ces chiffres donnent le tournis. Alors vous allez me dire, ce n'est pas quelques petits mails qui pèsent dans la balance tout de même. Eh bien, en 2021, il était estimé que 33 courriels d'1 mégaoctet à 2 destinataires par jour et par personne, ce qui est pas mal quand même déjà, généraient annuellement des émissions équivalentes à 180 kg de CO2. Ce qui équivalait à plus de 1000 km parcourus en voiture. En plus, un courriel avec une pièce jointe de 1 mégaoctet consomme 7,5 grammes équivalent de fer. C'est étonnant, oui. Le poids d'une pièce de 1 euro. Pour se faire un ordre d'idée, quelques exemples. Un mail représente 4 grammes d'équivalent CO2, donc des émissions liées au fonctionnement de l'ordinateur et des serveurs, ainsi qu'à une partie de leur fabrication. 65 mails émettent ainsi autant que 1 km en voiture. Un mail avec une pièce jointe volumineuse peut atteindre 50 grammes. Un spam non lu coûte à la planète 0,3 grammes. Selon la société Interstice, avec une pièce jointe, votre petit mail produit presque 20 grammes de CO2. Au niveau d'une entreprise ou d'une collectivité, en moyenne, un employé de bureau recevrait 121 mails par jour. Et une entreprise de 100 personnes dégagerait avec ses mails l'équivalent carbone de 14 allers-retours Paris-New York par an. Là, ça commence à faire. Et en comptant le nombre de mails envoyés toutes les heures aux 4 coins du globe, plus de 34 millions, j'espère qu'il y a des forts en maths, on imagine assez vite les dégâts écologiques engendrés. Bon, et le téléphone alors ? Selon différentes estimations, chaque SMS représente 2 millièmes de grammes de CO2. C'est faible. Mais pour un geste quotidien et ramené aux 16 milliards, quand même, de SMS envoyés chaque jour à travers le monde. Je vous épargne le calcul. Ça fait 32 tonnes de CO2. Cela commence à peser, même si c'est bien moins que les mails. Alors il y a un article intéressant de Clément Fournier de 2018 qui est intitulé « Qu'est-ce qui est le plus écologique ? Un SMS, un mail ou un message de messagerie instantanée ?» On vous explique. Pour vous la faire courte, il y a une seule chose à retenir, c'est que finalement, sans photo ou sans document, eh bien c'est mieux. Le secteur du numérique implique aussi beaucoup de transports, donc il est très émetteur de CO2 qui sont liés à la combustion d'énergie fossile. Parce que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, ils sont finalement made in monde. Et ils parcourent des milliers de kilomètres. D'autre part, leur fabrication demande des composants rares et à l'extraction polluante. Donc des carburants aux énergies fossiles, 240 kg de combustible pour un ordinateur, une quantité impressionnante de matières premières, 600 kg pour un ordinateur de 2 kg, des produits chimiques, 22 kg, 70 matériaux différents, dont 50 métaux, contre 20 seulement il y a 10 ans, et 1,5 tonnes d'eau. C'est encore des ressources naturelles, évidemment on l'a dit en eau, en bois, minerais précieux, qui s'épuisent, et cela a un coût social et humain parce que les conditions de travail dans les mines d'extraction sont très pénibles. Le numérique participe également à la pollution et à la destruction des écosystèmes. Parce que les rivières détruites par l'exploitation de mines au Brésil, évidemment, ça ne fait pas du bien à la biodiversité. Les décharges à ciel ouvert remplies d'appareils numériques usagés au Congo, on en a déjà parlé, c'est un désastre. Ou encore, il y a des villes qu'on nomme les villes cancer en Chine, parce qu'à cause de l'extraction des terres rares, qui sont indispensables aux outils numériques, des centaines de milliers de personnes souffrent prématurément de cancer.
Lorsqu'on connaît le vrai coût de la fabrication et les équipements qui doivent parfois être changés au gré des innovations, pour mettre en place la 5G, par exemple, il faut d'autres infrastructures. Et donc, il représente 47% des émissions de GES du secteur. On se demande si on peut vraiment parler de dématérialisation. On oublie aussi souvent, je le disais, les infrastructures, les câbles notamment. Le stockage des données, même si on en a parlé, dans les centres de données, donc les data centers. Et les applications aux usages divers et pas toujours raisonnés, pensons à TikTok par exemple. Et enfin, la fin de vie des équipements. C'est le deuxième poste de pollution du numérique. Peut-être en partie parce que l'empreinte carbone du numérique, elle est souvent émise à l'étranger. Par exemple, pour la France, 80% des émissions de nos appareils numériques sont produites à l'étranger. C'est vrai, Carole. Pourtant, il existe des lois qui devraient diminuer tous ces chiffres. Nous en retiendrons ici que 3. La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui introduit le délit d'obsolescence programmée. Elle punit au pénal les éditeurs et les constructeurs si la volonté d'obsolescence des équipements induite par le logiciel, par le système d'exploitation ou par le firmware peut être justifiée. Exemple d'entreprises sanctionnées, Epson et Apple. La loi AGEC de février 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui introduit la réduction, notamment des déchets, l'allongement de la durée de vie des produits, l'indice de réparabilité, etc. Elle pose les grandes bases de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique et demande aux fournisseurs d'accès Internet d'informer leurs abonnés de la quantité de données consommées et de son équivalent en émissions de gaz à effet de serre. Crée les services publics éco-responsables, les SPE, lancés en février 2020 par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Elle porte aussi sur la réduction de l'empreinte environnementale des services publics sur tous les sujets, la mobilité, l'alimentation et le numérique. Parmi les mesures côté numérique, elle demande une promotion du réemploi et l'achat pour la commande publique de 20% d'équipements numériques reconditionnés. Elle prévoit aussi la mise en place de la visioconférence pour réduire les déplacements des agents. C'était avant le Covid, donc plutôt visionnaire. Elle encourage le programme IT for Green, l'utilisation du numérique pour réduire l'impact des autres secteurs et la sensibilisation des agents publics aux achats tenant compte des questions environnementales. Enfin, la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique de novembre 2021. Elle contient des articles sur la sensibilisation des étudiants et étudiantes, des ingénieurs, sur l'impact du numérique, sur l'éco-conception, etc. Elle traite de la mesure de l'empreinte numérique, de la création d'un observatoire du numérique en France, de mesures pour rendre facilement applicable le délit d'obsolescence programmée en renforçant la prise en compte de l'indice de réparabilité. Elle prévoit une disposition complémentaire qui confère à l'ARCEP le pouvoir de collecter les données relatives à l'impact environnemental du numérique auprès des acteurs du numérique et à un impact sur les collectivités locales. L'article 35 en attente de son décret d'application. Celles de plus de 50 000 habitants vont avoir l'obligation d'avoir défini une stratégie numérique responsable au plus tard le 1er janvier 2025. En 2020, 9 Français sur 10 sont connectés à Internet et en ont un usage quotidien. Si 80% des foyers sont équipés en haut ou très haut débit, le smartphone reste l'outil de prédilection pour se connecter, à hauteur de 51%, devant l'ordinateur, 31%, et la tablette, pour 6%. Il est donc urgent que les usages évoluent et c'est ce qui est arrivé en 2021 en Normandie par exemple. Une dizaine de collectivités avaient décidé de se former pour réduire leur pollution numérique. C'est avec Vincent Courboulet, enseignant-chercheur en informatique à La Rochelle, qu'elles ont pu prendre conscience de l'impact de leurs pratiques quotidiennes. Comme le dit ce formateur, le poids environnemental d'un mail avec une lourde pièce jointe peut correspondre à l'impression de 120 pages. 3, it's a magic number. Au lycée Édouard Branly, comme dans beaucoup de lycées et collèges de France, les élèves et les professeurs utilisent très souvent le numérique lors des cours, donc des vidéos, des documents audio, des articles sur Internet, des sites de partage, des sites collaboratifs, des sites d'exercice, etc. Donc on fait du numérique un outil qui est devenu incontournable pour ne pas être has-been. La plupart des ordinateurs n'ont même plus de lecteur de CD ou de DVD et les magnétophones ont pour ainsi dire disparu des salles de cours. Les ordinateurs sont nombreux, les cours sont souvent en vidéo projetée, et en dehors des cours, une majorité d'élèves sont penchés sur leur téléphone portable. C'est impressionnant. Si le lycée accueille une section de bac pro métier des transitions numériques et énergétiques, étonnamment,
aucun éco-délégué ne s'est présenté dans ces classes. Moi, cela m'interpelle. Toutefois, il existe des cours spécialisés dans l'étude de ces nouveaux usages, des enseignants qui sont chargés de les enseigner et d'autres qui surveillent les usages numériques, conseillant élèves et personnel pour faciliter ces usages, les optimiser et les rendre plus vertueux. Nous en écouterons 2 tout à l'heure. On se retrouve après une pause musicale avec l'informatique du groupe Chanson Plus Bifluoré, sorti en 2005. Originaire de Montpellier et formé en 1985 de la fusion de 2 duos, Le Gong du Balayeur de Sylvain Richardot et Michel Puyot et Le Mécanophone de Xavier Chérier et Robert Fourcade, aujourd'hui décédé. Ils continuent leur activité avec ces 3 membres actuels. Spécialisés dans l'humour, la parodie et la fantaisie, ces 3 artistes de music-hall, fous de chansons françaises, très à l'aise sur la scène, emmènent leur public en voyage polyphonique à travers les époques et les styles. Ici, vous reconnaîtrez la parodie de « Je ne suis pas bien portant » de Gaston Ouvrard. Depuis que je fais de l'informatique, je n'ai plus que des embêtements. Ah mon Dieu, quelle gymnastique, c'est pas tous les jours très marrant. Mais attendez que je vous explique tout ce qui cause mon tourment. J'ai le Mac qui est patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, l'imprimante bien trop lente, les cartouches qui se touchent et les buses qui abusent, les polices qui pâlissent, le DVD fatigué, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. J'ai invité la belle Suzanne l'autre jour au cybercafé. Elle m'a dit: je préfère ta bécane, alors chez toi fais-moi surfer. Hélas ma machine est en panne. Galère. Que je lui réponds, je suis désolé. J'ai le Mac qui patraque, le PC déglingué, le Pentium sans calcium, j'ai l'écran qui est tout blanc, le disque dur pas bien dur, le clavier tout bloqué, le modem qu'à la flemme, la mémoire sans espoir, les options en option, la souris rabougrie, le mulot qui est trop gros. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai l'email qui s'en mêle, les circuits qui sont cuits, raccourcis, rikiki, j'ai l'index qui est perplexe, les pixels en rondelle, l'USB constipé, j'ai les bits qui s'agitent, la sauvegarde pas gaillarde, le graveur qui est en pleurs, le lecteur qui balbeure, le moniteur est ta sœur. En plus de ça, je vous cache pas, j'ai aussi quel souci, les octets pas très frais, les virus plein de tonus, les majuscules qui se bousculent, les minuscules qui copulent, le Windows qui est morose, les programmes c'est un drame, et la puce en lotus, le cordon en tire-bouchon, les MS-DOS, qu'il y a des boss, les menus mal foutus, le logiciel, mon mari, et l'audio qui est idiot, la carte son qui est marron, la couleur, quelle horreur, les fenêtres qui se pénètrent, les symboles qui s'affolent, le système bien trop blême, le réseau qui prend l'eau, et du coup, voyez-vous, il vaut mieux que vous partiez, car je sens c'est navrant, je peux plus rien maîtriser. Ah mon Dieu que c'est palpitant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est palpitant mais qu'est-ce qu'on perd comme temps. Ah mon Dieu que c'est affolant toute cette informatique, ah mon Dieu que c'est affolant mais qu'est-ce qu'on ferait sans. Avant que Myriam vous donne quelques pistes intéressantes pour réduire vos déchets, et je la remercie de ce choix de chanson fort rigolo, je vous recommande de lire les 25 préconisations du Sénat pour une transition numérique écologique, ainsi que le rapport du Shift Project. Par ailleurs, s'il y a une chose à retenir selon Frédéric Bordage, créateur de Green IT, c'est un groupe d'experts indépendants sur le numérique, interrogé par 20 minutes, c'est, je cite, d'avoir moins d'équipements et qui durent plus longtemps. En l'appliquant, on s'attaque à 75% de son impact numérique. Donc c'est bien plus qu'en supprimant ces vieux mails, ce qui, selon lui, ne serait pas efficace. Il y a là d'ailleurs une question qui semble faire débat aujourd'hui, celle du ménage salutaire ou non sur nos boîtes mail. Car selon l'Indépendant, en 2021, chaque Français stocke entre 10 000 et 50 000 emails non lus. Et à ce rythme-là, la pollution numérique se demande si elle va rattraper le transport aérien. Ce qui est sûr, c'est que, à moins de faire le ménage régulièrement, cela peut être contre-productif. En effet, selon TF1 Info, une étude commandée par McAfee sur l'impact environnemental du spam, cet email non sollicité et qui est envoyé de manière non ciblée au plus grand nombre, eh bien, la plus grande source de consommation d'énergie et d'émissions liées au spam provient des utilisateurs eux-mêmes qui consultent et suppriment les spams. Donc 52%. C'est quand même ballot. Il serait donc préférable de traiter le problème de la pollution numérique à la racine et de tout simplement envoyer moins de mails et surtout moins envoyer de fichiers lourds tels que des vidéos ou des photos en pièces jointes.
Donc, pour préserver la biodiversité, car la fabrication des objets numériques et connectés détruit les écosystèmes, voici les conseils du WWF. Gardez le plus longtemps possible ces équipements numériques, au-dessus de 4 ans. Si vous en prenez soin, un smartphone peut être utilisé pendant 5 ans et un ordinateur portable plus de 10 ans. Optez pour du reconditionné plutôt que du neuf. D'ailleurs, en ce moment, il y a une page de pub qui passe sur les achats des reconditionnés plutôt que du neuf. Privilégiez les labels environnementaux, Blue Angel, TCO, EPEAT, pour le matériel informatique. Supprimez tous les logiciels inutiles. Ils ralentissent souvent les ordinateurs. Réparez et réutilisez avant de jeter. Dans la plupart des cas, nos appareils sont réparables. Donnez à un acteur du réemploi sinon. Après avoir été nettoyé et remis à neuf, votre ancien smartphone ou ordinateur sera donné ou revendu. Il aura ainsi une seconde vie. En privilégiant un acteur de l'économie sociale et solidaire, le ESS, vous contribuerez activement à l'insertion sociale et à la lutte contre la fracture numérique. Recyclez en dernière option. Si vous devez vous séparer de votre matériel, déposez-le dans un conteneur adapté ou dans une ancienne spécialisée qui pourra privilégier son réemploi s'il fonctionne encore. Rendez-vous sur le site de WWF pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous en quelques clics. Votre appareil sera alors soit recyclé, soit donné à une association. Vous trouvez sur le site de l'ARCEP un grand dossier thématique sur l'empreinte environnementale du numérique. Il y a aussi tout un tas de petits conseils. Donc sur ce site de l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. C'est une agence publique. On nous dit encore que le maître mot, c'est l'éco-conception. Et on y voit clairement que l'ADEME, l'ARCOM, donc anciennement CSA, dont les radios comme la nôtre notamment dépendent, eh bien ils fonctionnent de conserve. C'est déjà ça. Concernant le réseau Internet, une étude toujours de l'ARCEP, dont on trouve les conclusions résumées sur le site de l'INC, l'Institut national de la consommation, nous dit que le visionnage d'une vidéo via le réseau 4G consomme 10 fois plus d'électricité et émet 23 fois plus de CO2 que via le Wi-Fi. Il est donc préférable de limiter le visionnage en 4G et de télécharger les vidéos pour les regarder hors connexion. Cela diminue notre consommation de données, notre dépense d'énergie et donc nos émissions de CO2. Et c'est intéressant sur les contenus que nous regardons souvent. Il faut éviter de streamer des vidéos si c'est seulement le contenu audio qui vous intéresse. Et c'est aussi plus économique parce que la vidéo consomme 10 fois plus de données que la musique seule. Enfin, il est aussi plus écologique et économique de réduire la qualité du contenu que vous regardez, particulièrement si c'est sur un petit écran. Visionner de l'ultra haute définition sur un écran de téléphone portable, c'est totalement inutile. Vous pouvez également désactiver la lecture automatique des vidéos pour éviter que le flux ne continue en votre absence. Le site Hello Carbo propose aussi d'utiliser un moteur de recherche éco-responsable. Il en existe plusieurs, tels que Quant, un français, ou DuckDuckGo, qui respecte davantage la vie privée que Google. Ecosia, qui permet de planter un arbre toutes les 45 recherches, ou Lilo, qui soutient des projets sociaux, environnementaux, éducatifs et éthiques. Il est vrai qu'avoir des résultats aussi performants que sur Google, qui totalise 90% des recherches, peut freiner même si des technologies comme les métamoteurs minimisent cette différence. Dans ce cas, vous pouvez commencer par installer un moteur écolo sur votre smartphone pour vos recherches du quotidien et décider plus tard pour votre ordinateur. Tout à fait, Myriam. Autres astuces plus éco-responsables, indiquer l'adresse du site directement dans la barre d'URL, le gain carbone moyen est de 35%, et enregistrer les sites consultés régulièrement dans ses favoris. Préférer une recherche via une application plutôt qu'un navigateur, donc le gain carbone là serait de 64% en moyenne. Employer des mots-clés précis sur un moteur de recherche pour limiter la sollicitation des serveurs, et privilégier le champ de recherche d'un site plutôt que celui d'un moteur, en cherchant un article directement dans la barre de recherche. We got 3 R's we're gonna talk about today. Le numérique peut nous rendre de nombreux services, mais il faut se méfier de l'effet rebond et savoir non seulement se raisonner, mais aussi optimiser nos usages pour ne pas consommer toujours plus de ressources et accroître nos émissions de CO2. Nous pouvons tous faire des choix conscients de consommateurs avertis et penser à la diminution ou à la sobriété, la réparation, au réemploi, au recyclage et adopter des habitudes simples qui rendront nos usages plus vertueux. Et on le répète à chaque émission, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous transmettre des informations ou des noms de personnes expertes sur nos prochains sujets, en décembre, l'éco-anxiété, en janvier, l'eau et les pollutions, ou si vous avez des remarques et des idées sur des sujets liés à l'environnement, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ainsi que sur le site ozondes.fr. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Voici le moment des interviews.
Aujourd'hui, nous recevons 2 invités. Tout d'abord, Monsieur Bruce Lee, professeur de mathématiques et RUPN, interviewé par téléphone. Puis nous aurons Nicolas Bardet, interviewé lors d'un café numérique, lui aussi RUPN et professeur notamment de SNT, une nouvelle discipline depuis le nouveau bac général. Nous allons donc découvrir ce qui se cache derrière ces sigles étranges. Bonjour. Bonjour. Donc je suis avec Monsieur Bruce Lee, qui est RUPN. Alors c'est un mot qui semble très savant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un RUPN ? Oui, alors je suis enseignant donc au lycée Édouard Branly. J'enseigne en mathématiques et en sciences physiques. Effectivement, je suis RUPN. Donc RUPN, c'est un acronyme qui veut dire référent pour les usages pédagogiques du numérique. Donc on est principalement là en fait pour accompagner les collègues enseignants dans l'usage des outils du numérique et également éventuellement conseiller le chef d'établissement pour les différents projets numériques. Alors quels sont les points incontournables finalement à savoir concernant le numérique pour vous au quotidien dans vos missions ? Alors dans les missions, dans nos missions au sein de l'établissement, on va qui peut toucher à tout par rapport au numérique. Bon, le numérique, c'est un grand mot, on voit un petit peu, on voit Internet, la connectivité. Quels sont les points incontournables à savoir concernant le numérique ? Pour la plupart des gens, le numérique, on pense tout de suite à Internet. Internet, ça veut dire connectivité et c'est donc savoir que tout ce qui est déposé, partagé sur Internet n'est plus privé. Donc je pense qu'un point incontournable à savoir, c'est ça, c'est que ces données, il faut les protéger. Elles ne sont plus à soi. Et ça, c'est le plus gros problème, je pense, pour les personnes par rapport au numérique, par rapport à Internet. Je pense qu'aussi, il faut avoir un usage responsable et comprendre que tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément, comme on dit, parole d'évangile. Faut vraiment faire le tri de ces informations. Comprendre aussi que tout ce qu'on fait sur Internet, tout ce qu'on fait avec le numérique, c'est pas sans effet. Oui. Donc il faut savoir, par rapport à ça, se former. D'accord. Donc vous avez eu une formation, en fait, pour pouvoir justement transmettre tout ça à vos collègues. On a eu une formation, oui, globale, pour déjà comprendre un petit peu ce qu'est le numérique et puis savoir le transmettre. Et ça, c'est une formation qu'on suit tout le temps. On n'a pas eu une formation, c'est tout le temps qu'on se forme. Alors en fait, ce côté sécurité, est-ce que c'est le plus important dans vos missions ou est-ce qu'il y a autre chose ? La sécurité, c'est une bonne part, c'est aussi toute l'utilisation qu'on a du numérique. Alors bien sûr, principalement pédagogiquement, parce que là on est dans un établissement scolaire, donc il faut partager justement cette notion numérique, cette utilisation du numérique, parce que la plupart des jeunes, de toute façon tous les jeunes maintenant sont nés avec le numérique, donc pour la plupart utilisent le numérique et il faut être là pour les aider à bien l'utiliser. D'accord. Alors vous intervenez donc auprès de vos collègues et aussi des jeunes, et il me semble qu'il y a une application qui est justement dédiée à l'auto-formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est donc Pix. Oui, c'est ça. Alors bien sûr, Pix, c'est la plateforme qui permet de se former au numérique. On en parle beaucoup parce que c'est nouveau et c'est principalement pour former les étudiants, les élèves, mais tout un chacun peut se former grâce à cette plateforme. Donc sur cette plateforme, il y a tout sur le numérique. Ça peut aller de l'utilisation de certains logiciels en bureautique, savoir communiquer, envoyer des courriels, utiliser les réseaux sociaux, savoir retrouver des informations sur Internet et puis principalement savoir les décrypter, savoir se protéger et protéger ses données. Je me demandais, est-ce que sur cette application, il y a un volet environnemental ? Alors, il y a une petite partie environnementale, c'est-à-dire qu'il y a dans Pix 16 compétences. D'accord. Et l'une de ces compétences, qui est nommée, je crois, protéger la santé, le bien-être et l'environnement, mais dans cette compétence-là, il y a une bonne partie des questions qui portent sur l'environnement. Oui, donc il y a quand même une formation de base possible pour tout le monde et qui est dispensée pour
tous les élèves, avec plus ou moins d'heures consacrées évidemment à cela. C'est ça, et ça depuis le collège jusqu'aux études supérieures. À votre avis, est-ce que l'écologie a une place assez importante dans les usages numériques au lycée ou même à la maison d'ailleurs ? Alors, on n'y pense pas forcément. C'est sûr que le numérique et l'écologie, on peut croire que ça va pas vraiment ensemble, mais en fait, on essaye de plus en plus, les fabricants essaient de plus en plus de réduire leur impact sur la construction des appareils, sur l'environnement. On essaye également de plus en plus de limiter la consommation d'énergie. Donc ça, on pense forcément, avec le numérique, comme c'est principalement électronique, à consommer moins. Et puis on pousse également à recycler tous ces appareils, puisque on sait que tous ces appareils utilisent des matériaux qui sont pas forcément très bons pour la nature, et puis tout ce qui est terres rares, il y a un pillage, des notions, justement, il faut absolument les recycler pour éviter la pollution. Oui, tout à fait. C'est vrai que les émissions les plus fortes sont au niveau de la fabrication et de la fin de vie de tous ces appareils qui nous permettent d'avoir tous ces environnements numériques. Alors, quels seraient vos conseils pour avoir un usage plus responsable, plus écologique du numérique ? Bon, comme je le disais, c'est réguler l'énergie, et donc éteindre, mettre en veille, essayer de régler les paramètres d'énergie de tous les appareils qu'on utilise. Éventuellement choisir des appareils qui sont plus éco-responsables. Donc on peut le voir souvent sur les étiquettes, lorsqu'on achète un produit. Ensuite, penser à recycler les appareils, bien sûr, plutôt que les jeter, et choisir des appareils éventuellement de seconde main, et limiter également l'utilisation abusive de la bande passante. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup nos appareils en utilisant la 4G, la 5G pour vous regarder des vidéos. C'est pas forcément utile, et ça dépense énormément d'énergie. Puis enfin, tout ce qui est données stockées, donc essayer de limiter toutes ces données qu'on stocke sans utilité. Tout ce qu'on met sur Internet, sur un ordinateur, va forcément être stocké par des grosses structures qui dépensent énormément d'énergie pour les garder et les conserver. Oui, donc là on parle du stockage sur les nuages, sur les clouds, ou même les espaces partagés, autres qu'un disque dur ou une clé USB par exemple. Voilà. Okay. C'est le côté pratique parce qu'on le retrouve partout, mais on en abuse un peu trop, on met un peu de tout et n'importe quoi, et sans penser que justement ça peut dépenser énormément d'énergie. Mais le côté de l'utilisation abusive de la bande passante, de la 5G, etc., ça je pense que c'est quelque chose, vous parliez de paramètres, que la plupart des gens ne savent pas bien faire en réalité. Eh ben non, mais justement Pix en parle beaucoup. D'accord, donc ça c'est intéressant à savoir. Alors j'ai une dernière question, parce qu'on en parle de plus en plus, et c'est vrai que ça devient un peu envahissant dans les usages des professeurs. Les élèves de tout temps ont toujours un peu triché, mais ils utilisent de plus en plus le fameux ChatGPT. Et donc les intelligences artificielles, mais elles ne sont pas nouvelles sur Internet, puisque elles existent à plein de niveaux. Alors est-ce que vous pensez, vous, que les intelligences artificielles ont un impact environnemental plus positif que négatif ? Et pourquoi ? Alors déjà, on peut voir ce qu'éventuellement l'intelligence artificielle peut avoir comme impact positif. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, c'est l'optimisation. Donc effectivement, le côté positif, ça va être optimiser tout ce qui est processus industriel ou tout ce qui est consommation d'énergie. Donc là, c'est éventuellement une bonne chose, ou alors tout ce qui est gestion des ressources, essayer d'en consommer le moins possible, ou tout ce qui est également amélioré au niveau des réseaux électroniques, tout ce qui est énergie renouvelable. Donc ça c'est plutôt le côté positif. Après le côté négatif, c'est que ça demande énormément d'énergie. Donc on parle d'économiser l'énergie, mais on utilise beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ces IA, et puis bien sûr toute la technologie utilise, on en parlait, tous ces terres rares, etc., donc qui amènent des déchets électroniques importants. Je suis pas sûr qu'il y ait plus d'impact positif que négatif ou l'autre. Je pense que le futur nous dira. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul.
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc chacun peut se former grâce à Pix, en découvrir davantage, au moins sur le volet protéger la santé et le bien-être. Donc c'est vraiment relié quand même. Alors, il ne faut pas hésiter vraiment à utiliser, à aller faire le parcours Pix, c'est très intéressant. Ça permet effectivement de savoir utiliser tout ce que on fait sans y penser. Tout à fait, d'optimiser et puis d'avoir un usage plus raisonné sans doute. Bien sûr, responsable. Eh bien, merci beaucoup et bon courage dans toutes vos missions. Je crois qu'il y a un petit café numérique. C'est ça, aujourd'hui. Et vous en faites régulièrement. Eh bien, c'est très bien. Je crois que les enseignants de votre lycée ont de la chance d'avoir des gens impliqués comme cela. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, je suis au café numérique du lycée Branly avec Nicolas Bardet, qui enseigne la SNT et aussi l'ingénierie, le développement durable. Et on va peut-être plus s'intéresser à ce que fait Nicolas sur la SNT. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour. Dites-moi, qui êtes-vous alors ? Nicolas Bardet, enseignant en S2I industriel, et j'enseigne aussi la SNT depuis septembre. Qu'est-ce que c'est exactement la SNT ? Est-ce que ça a à voir avec l'éco-conception par exemple ? Tout à fait, puisque la SNT, c'est la science numérique et technologie. Donc c'est une matière qui vise à donner aux élèves les clés de compréhension des enjeux liés au numérique, aux technologies, à ses usages et les implications sociétales. Exemple, on va travailler sur les réseaux sociaux, on va travailler sur de la programmation, on va venir travailler sur les localisations, la cartographie, tout ce qui concerne le numérique autour des individus, et notamment des élèves. Ça représente un volume d'1h30 par semaine. Donc ça existe depuis 2019, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Est-ce qu'il y a des évaluations ou ça peut faire partie des choses qui sont évaluées aux examens ? Non, c'est plutôt donner cette culture numérique et après peut-être les orienter vers des filières ou dans des choix de spécialités comme la NSI ou la SI sur ces domaines-là. On traite aussi pas mal l'algorithmie qui est vue plutôt en mathématiques. D'accord. Alors moi, évidemment, sur cette émission, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a une part de développement durable ou d'écologie dans cet enseignement. Et selon cette part, est-ce que vous pensez qu'on devrait la renforcer ? La part sur le développement durable n'est pas trop présente. On en parle sur l'impact des réseaux sociaux un petit peu, mais non, on n'en parle pas beaucoup dans cette matière-là. Après, sur la technologie, c'est vrai que la technologie peut être à ce service-là du développement durable, mais c'est pas le biais que l'on a choisi dans cet enseignement. Est-ce que pour vous, ça devrait être un peu plus tourné vers le développement durable quand même ? Je pense pas que c'est sa vocation. On peut l'orienter, comme je disais tout à l'heure, par rapport au numérique et aux technologies. Tout ce qui va être technologie qui permet de relever des données, des consommations énergétiques, ou alors de se poser la question de l'utilisation de ces données et du nombre de stockages que l'on peut avoir en ligne, des choses comme ça. Oui, de l'impact finalement que nos usages numériques ont. Est-ce que ça fait partie de ce que vous enseignez parfois aux élèves pour leur faire prendre conscience que ça devrait peut-être être plus raisonné ? Sur cet aspect-là, on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est protection de la vie privée, gestion des données personnelles, lutte contre la désinformation, et on va essayer de promouvoir, donc, comme on disait, un usage responsable des technologies. C'est-à-dire, ça sera par le biais plutôt d'échanges, à parler sur le nombre de mails envoyés, les tailles des pièces jointes, l'utilisation des vidéos en streaming, en haute définition, remesurer un peu tous ces paramètres-là. D'accord. Alors finalement, puisque on travaille tous avec des jeunes, est-ce que vous pensez que le numérique prend trop de place dans leur vie, puis peut-être dans la nôtre aussi ? On est tous aujourd'hui reliés au numérique et je pense que ça serait compliqué de s'en passer. Moi, sur ce que je remarque, il y a une utilisation sur les téléphones portables qui a évolué au cours des années. C'est vrai qu'on les voit beaucoup utilisés, mais lorsqu'on est dans un cours, ça reste malgré tout assez mesuré, une fois que les règles sont établies. Effectivement, ils passent beaucoup de temps. Je pense qu'il serait intéressant à leur expliquer un peu ce droit à la déconnexion qui leur permettrait un peu de s'évader sur autre chose. Bon, aujourd'hui, c'est pas ce que j'enseigne. D'accord. Alors j'ai une dernière question, parce qu'on parlait tout à l'heure en off de l'intelligence artificielle. Alors quelle est votre opinion sur ce qu'on appelle le machine learning ? Donc c'est une spécialité de l'intelligence artificielle, un domaine de la science informatique qui a pour
objectif d'analyser, d'interpréter des modèles, des structures de données, afin de permettre l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision sans interaction humaine. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Machine learning, ça fait quelques années déjà que ça existe, de ce que je connais, j'ai pas une connaissance approfondie sur le sujet. Effectivement, c'est un des biais de l'intelligence artificielle. C'est un des biais qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. En fait, on fait apprendre à la machine pour qu'après, elle puisse restituer des données. Donc, on va lui faire voir un nombre de cartes ou un nombre d'images importantes pour qu'elle les stocke en données. Et lorsqu'on reposera la question sur la même image, elle aura déjà appris ce que c'est. C'est ce qui se passe avec l'IA, notamment, qu'on entend beaucoup parler, où on vient l'alimenter, notamment ChatGPT. Lorsqu'on vient lui poser une question, on vient l'enrichir si on qualifie la réponse qui nous est donnée. Donc on enrichit la machine de données, donc elle deviendra de plus en plus performante. Aujourd'hui, l'accès que l'on a à ChatGPT est une version gratuite. Il y a eu tout un aspect très commercial autour de ça. Il y a d'autres données aujourd'hui, d'autres intelligences artificielles qui existent, qu'on n'a pas conscience, qui n'ont pas de visibilité, mais qui nous servent au quotidien. Tout à fait, c'est sûr. Et enfin, ce que je me disais, c'est, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a plus de services à nous rendre que d'inconvénients ? Parce que l'inconvénient majeur, c'est que ça consomme beaucoup de données, donc beaucoup d'énergie, et que ça émet forcément beaucoup de gaz à effet de serre. Donc la balance serait plutôt positive ou négative à votre avis ? Aujourd'hui, elle sera... Sur la consommation énergétique peut-être, mais on peut aussi interroger une IA où elle va nous créer des modèles qui vont peut-être permettre de créer les nouveaux produits de consommation énergétique ou d'éléments de production qui permettront de réduire l'impact énergétique globalement. Ça pourrait être positif, mais ça, j'ai pas la réponse. On fait tourner déjà des IA pour calculer des nouveaux modèles économiques, mais aussi énergétiques. Oui, on pourrait dire qu'il vaut mieux éviter d'utiliser ChatGPT et laissons les scientifiques utiliser les intelligences artificielles pour nous rendre service, peut-être. Moi, je ne crois pas, je crois qu'il faut s'emparer de ce nouvel outil. C'est un nouvel outil qui apparaît, aujourd'hui nos jeunes le connaissent. Il faut juste, je pense que notre rôle sera plus de les aider à apprendre à utiliser cet outil pour voir ce que l'on peut en faire. N'oublions pas qu'il faut rester critique par rapport à toutes les réponses qui sont données. Et ça suppose d'avoir une connaissance assez solide avant du sujet, parce que sinon on arrive à avoir des choses très formatées. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas l'ignorer, parce que sinon on risque de faire croire aux jeunes notamment que c'est la panacée. Voilà, alors c'est comme d'autres outils qui sont arrivés, comme Internet est arrivé, comme aujourd'hui on ne se pose plus la question de prendre une carte pour trouver son chemin sur la route, on prend tous une application en ligne. Voilà, l'intelligence artificielle sera un nouvel outil. Merci beaucoup Nicolas, bon courage. Merci, au revoir. Alors l'avenir nous dira sans doute très vite si Nicolas a raison au sujet des intelligences artificielles. Merci encore à nos collègues pour leur collaboration et toutes ces précisions. Tout de suite un petit extrait humoristique, tout le monde s'en fout, sur la pollution numérique. Toi, moi, les autres, tout le monde, faut se révolter. La pollution numérique. Alors déjà, je parle pas juste des 700 selfies que tu prends en vacances et que tu regardes jamais. Pour être clair, la pollution numérique, c'est toutes les formes de pollution engendrées par les nouvelles technologies. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, la pollution chimique, l'érosion de la biodiversité et la production de déchets électroniques. Et comme on aime bien la cohérence, plus on dématérialise les trucs dans l'idée de respecter l'environnement, et plus on utilise d'énergie et de matière de cet environnement pour les produire. Et bienvenue dans la forêt de Filkenhain où la majeure partie des arbres sont centenaires. Prenez-la en photo maintenant parce que la semaine prochaine elle dégage pour installer les serveurs qui serviront à stocker les photos que vous aurez prises. Bonjour, je suis un être humain, c'est bien par là pour continuer de faire n'importe quoi ? Et pendant ce temps-là, vu qu'on s'est dit qu'il y avait encore de la marge pour faire des trucs nuls, entre 2018 et 2020, on est passé de 7 à 20 milliards d'objets connectés en circulation dans le monde. Et si le numérique ça fout autant le bordel, c'est aussi peut-être parce qu'il faut 32 kilos de ressources naturelles pour fabriquer une puce électronique de 2 grammes. C'est 16 000 fois son poids. Parallèlement, en France, comme on aime bien prendre soin de la nature, 88% d'entre nous continuent de changer de smartphone alors que l'ancien fonctionne toujours. Et je parle même pas de la teuf de l'obsolescence programmée. Pause culture, savais-tu qu'un téléphone portable requiert 60 métaux différents et que 40 d'entre eux ne sont actuellement pas recyclables ? Et qu'accessoirement, beaucoup d'entre eux sont extraits par des enfants exploités ? Et je parle pas non plus des 631 millions d'équipements numériques utilisés par les 60 millions de gens dans notre seul pays. Ça fait une moyenne de 11 par personne. Et quand on n'en veut plus, on les exporte illégalement en Chine, en Inde ou dans des pays d'Afrique, dans d'immenses décharges à ciel ouvert. On s'en fout tellement de la pollution numérique que dans un rapport de l'ONU paru en 2013, il y a écrit que 75% des déchets électroniques dans le monde échappent aux filières légales de recyclage.
Après, comme 80% des impacts écologiques viennent de l'extraction des matières premières et de leur transformation, c'est super important de choisir nos fournisseurs en fonction de leur éthique et de les pousser à fabriquer des trucs durables. Peut-être que ton cerveau est dans les spams. Sache que l'envoi et le stockage d'un seul de tes mails produisent chacun en moyenne 10 grammes de CO2. C'est-à-dire autant qu'une ampoule allumée pendant 1 heure. Et nous, dans le monde, comme on aime bien manger du CO2, on échange joyeusement en moyenne 8 à 10 milliards de mails par heure. Tout ça sans compter les spams et les newsletters qui représentent à eux seuls plus de 90% des flux d'emails. Et ce qui est drôle, c'est que 90% d'entre eux sont jamais lus parce qu'on s'en fout. Et pour être bien certain de léguer une belle planète pourrie à nos enfants, le volume de données qu'on continue de stocker comme des cons, il double tous les 2 ans. Pas toi pour te désabonner des spams et des newsletters que tu reçois, en cliquant sur le lien écrit souvent en tout petit minuscule tout en bas de la page. Là, attends. Sinon, tu peux aussi télécharger une application comme CleanFox, Mailstorm ou CleanMail qui servent à t'aider à ranger ton bordel. Il y en a même qui peuvent t'aider à te désabonner. Bref, aujourd'hui, le problème, c'est pas tant le numérique en lui-même. Comme d'habitude, c'est surtout la façon dont on s'en sert. Et tout le monde s'en fout. Merci Carole pour cette touche d'humour. À chaque émission, je vous propose des activités en lien avec le terme abordé. Alors, vous ne serez sans doute pas nombreux à vous y rendre, mais je vous invite, pour ceux qui parlent anglais, à suivre la COP28. Donc la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU, qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Il y a sans doute des comptes rendus qui seront faits par la suite. Selon le site Climate Change, la présidente émirati de la COP28 a déclaré souhaiter mettre l'accent sur le premier Global Stocktake, bilan mondial, la transition énergétique et la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Pour revenir à notre thème du jour, et plus proche de nous, évidemment, tous les mois, la médiathèque Châtellerault Centre, les Halles des Savoirs, vous propose l'atelier numérique, des rendez-vous individuels de 30 minutes avec un ou une bibliothécaire pour vous aider à vous approprier les outils informatiques de base, à faire vos démarches, à rédiger des documents, etc. Donc la prochaine sera le mercredi 6 décembre entre 14h et 16h et c'est sur inscription. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une petite touche personnelle à vos vœux de fin d'année, prenez part à l'atelier numérique spécial Noël, le jeudi 7 décembre à 15h à la Poste, 15 avenue Jean Jaurès à Nentré. Inscrivez-vous pour créer des cartes de Noël uniques et mémorables en seulement quelques clics qui feront sourire vos proches. La réservation se fait auprès du 06 84 03 56 83 ou par mail à conseiller au pluriel numérique @grand-châtellerault.fr. Je vous ai sélectionné quelques livres que vous pouvez emprunter aux médiathèques de Châtellerault ou dans votre CDI préféré. Pour une fois, je vous propose un article paru dans le cahier Sciences du journal quotidien Le Monde du 3 mai 2023 qui s'intitule « Le numérique au défi de la sobriété énergétique » de David Larousserie. Il fait le point sur le dilemme de l'industrie du numérique face aux objectifs liés au réchauffement climatique, la recherche et la mise au point de systèmes moins énergivores ou la limitation des usages pour atteindre la sobriété. Il aborde également la question de la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle, le rappel de la création et de l'activité du système Grid 5000, la plateforme qui permet aux scientifiques de tester en grandeur réelle leur concept de logiciel avec une puissance de calcul et de stockage très importante et avec tout ça, bien sûr, dans l'article plein de statistiques. Ensuite, si vous souhaitez faire le point, je vous conseille de mesurer votre impact numérique en allant sur le site Hello Carbo qui propose de télécharger un livre blanc 36 questions incontournables pour mesurer votre bilan carbone numérique. Et enfin, un peu plus de fiction, avec la bande dessinée Bug. C'est écrit par Enki Bilal. Ça a été publié, le premier a été publié en 2017 par Casterman. Cette série post-apocalyptique est issue notamment d'une réflexion de l'auteur sur la prégnance de l'informatique dans notre monde et ce qu'il pourrait advenir en cas d'arrêt subi et de la perte de tout ce qui est contenu sur Internet, ainsi que sur une réflexion aussi sur la mémoire. Et je crois, il me semble qu'il y a 3 tomes sur les 5 qui doivent paraître. Comme toujours, vous pourrez bientôt retrouver l'émission sur le site ozondes.fr. Vous pouvez aussi soutenir la radio sur notre cagnotte en ligne Litchi. Toute contribution nous aide car rappelons-le, nous sommes une radio associative. Et comme nous le disons à chaque fois dans l'émission, vous pouvez nous suivre et poster vos commentaires sur nos pages Facebook, Instagram et Twitter, enfin X. L'émission est terminée. Un grand merci à toute l'équipe qui la rend possible et en particulier à Bastien et à Carole. Et merci à toi Myriam. On se quitte en musique avec la chanson Virtual Insanity de l'album Traveling Without Moving du groupe Jamiroquai. JK et son iconique chapeau ont remporté 4 récompenses pour ce titre à succès de 1996.
Sur une musique aux accents jazz, reggae, pop et soul, la chanson décrit une folie virtuelle, un monde dystopique où l'ordre naturel a été bouleversé par la génétique et issu d'un mode de vie consumériste insoutenable, associé à la dépendance et à la confiance aveugle dans les technologies. Donc dépeignant une humanité forcée de vivre dans un espace restreint dans des souterrains qui confinent à la folie, la chanson mêle futur et présent, auquel il fait évidemment allusion, nous invitant à changer. What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. Things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. And I'm thinking what a mess we're in, hard to know where to begin. If I could slip the secret ties of earth the man has made, and now every mother can choose a color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they suggest today. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Whoa, it's so insane to see this as another strain. There's something in this future that we have to be told. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. Whoa, now there is no sound, and we all live underground. And now it's virtual insanity. Forget your virtual reality. Oh, there's nothing so bad as some bad having man. Oh yeah, I know, yeah. Futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. Oh, yeah, this life that we live in is all so wrong. Out the window, you know, there is nothing worse than a man-made man. There is nothing worse than a foolish mind. Yeah. Virtual